Radio Bastille. Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de Radio Bastille. Donc tout d'abord une petite présentation de nos chroniqueurs du jour. Donc nous avons Florentin. Salut Florentin. Salut. Qui nous fait le plaisir de revenir faire une petite émission passation de flambeau. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Florentin qui gérait les émissions l'année dernière. Donc voilà, c'est un petit peu l'émission de transition, on va dire. Nous avons également Baptiste et Maxime. Salut les gars. Salut les pastilles. Qui nous font une petite chronique en duo aujourd'hui. Vous avez dû voir qu'ils vous ont sollicité sur les réseaux pour répondre à des questions et pour nous donner vos meilleures anecdotes. Donc on va voir ce qu'ils nous réservent tout à l'heure. Et enfin, nous avons Monsieur Girold. Bonjour monsieur. Et bonjour les pastilles. Qui nous fait le plaisir de venir répondre à des questions sur son parcours professionnel. Donc il n'aura plus aucun secret pour vous à la fin de cette émission. Donc déjà, on va commencer par profiter de cette émission de lancement pour vous présenter un petit peu le concept de la radio. Donc l'idée, c'est d'essayer de reprendre un petit peu les émissions comme l'année dernière, d'essayer de faire une émission par mois si c'est possible, avec différents intervenants et chroniqueurs. C'est là que j'ai besoin de vous, puisque je vais rechercher activement des chroniqueurs pour participer aux différentes émissions, soit à chaque émission, soit de façon ponctuelle, comme vous préférez. Si vous avez des idées de chroniques, de sujets que vous aimeriez qu'on aborde à la radio, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ce sera avec plaisir qu'on regardera ce qui est possible de faire ensemble. Si certains ont envie de venir parler sans forcément avoir d'idées de thèmes, n'hésitez pas non plus, on trouvera toujours des choses à faire et à dire. Donc surtout n'hésitez pas. Ce que je peux vous dire, c'est que à partir de la prochaine émission, nous aurons Cultive ton assiette, qui viendra nous présenter une petite animation culinaire, un petit jeu réservé aux intervenants de l'émission. Donc voilà, tous ceux qui viendront participer auront droit à une petite surprise culinaire à la fin de l'émission. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça la prochaine fois. Et je compte sur Monsieur Girold pour convaincre différents formateurs de l'école de prendre sa suite dans les prochaines émissions et voilà, de venir partager leur parcours aussi, différentes spécialités en kiné, différents parcours professionnels. Voilà, ce serait super de pouvoir pérenniser un petit peu ce format. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant qu'on a présenté l'émission, je vais laisser la parole à Florentin qui va nous faire une petite chronique actualité. Actualité. Et oui, merci Clarisse. Donc c'est le moment actualité. Et pour parler d'actualité au mois d'octobre, rien de mieux que Octobre Rose. Parce que ça y est, le mois d'octobre est arrivé et les photos de profil agrémentées du petit ruban rose également. Mais que cache ce fameux ruban ? C'est la mission pour laquelle je vais vous occuper pour les 5 prochaines minutes. Alors tout d'abord, d'où vient l'idée d'Octobre Rose ? Cette idée, elle vient des États-Unis, où en 1992, Evelyn Lauder, de la compagnie Estée Lauder, crée en collaboration avec un magazine l'association Ruban Rose pour représenter le combat des femmes contre le cancer du sein. À ce moment-là, il y a une distribution de rubans dans ces boutiques à New York, et ces rubans, ils sont de couleur rose, qui a été choisi pour le côté doux, joyeux, bonne santé, enfin tout le contraire du cancer. En France, ce mouvement, il se crée en 1994, toujours avec le groupe Estée Lauder France, qui fait une collaboration avec le magazine Marie-Claire. Ils vont créer l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en, qui deviendra Ruban Rose en 2020. Et depuis, chaque mois d'octobre, les rubans jaillissent sur les réseaux sociaux, les plateaux télé, et ils vont accompagner durant tout le mois les actions de récolte de dons dans les marchés, dans les campagnes, dans les villes, bref, un peu partout. Mais alors pourquoi cette cause est si importante ? Une femme sur 8 risque d'être touchée en France. Et j'ai fait mes petits calculs, ça fait environ 4 millions de femmes concernées. C'est pas rien. Et le dépistage, il est gratuit et 100% remboursé. Pourtant, seulement 50% des femmes sont concernées en 2021 ont participé à ce dépistage. Alors oui, là on comprend qu'il y a encore un peu de travail et le dépistage il est important car plus le cancer du sein est détecté tôt,
plus on en guérit facilement. Dans 90% des cas, un cancer du sein détecté tôt est guéri. Alors bon, si le dépistage n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez tout de même vous faire une autopalpation tous les mois et au moindre doute ou changement de forme ou d'aspect, parlez-en à votre sage-femme ou médecin. Les recommandations de la Ligue du cancer sont qu'à partir de 25 ans, il faut un examen clinique des seins par un professionnel de santé au moins une fois par an, et à partir de 50 ans, il faut une mammographie de dépistage tous les 2 ans. Toutes mes infos, je les ai tirées du site octoberose.ligue-cancer.net. Vous pouvez retrouver également une plateforme interactive qui est ouverte à tous, hommes et femmes, pour comprendre via des petites vidéos explicatives ce que c'est qu'un cancer du sein, comment le dépister, comment le prévenir, comment s'informer autour et informer les autres, et enfin comment on traite le cancer du sein. Voilà. On peut également retrouver des petits carousels sur l'Instagram du BDE, @_active_, où l'an dernier, il y a eu un petit carrousel qui a été très bien fait sur ce que c'est, le cancer du sein, tous les risques, l'importance, etc. Et une publication plus ancienne sur l'autopalpation qui est également présente. Bref, la finalité de tout ça, c'est qu'il faut aider cette cause. Alors, on est étudiant, on roule pas sur l'or, mais on a une bouche, on a une langue et on peut en parler autour de nous. Donc, comme moi, essayez de trouver une morale autour de ce mois. Donc, pour ma part, ce sera « Mesdames, il est l'heure de vous toucher les abricots, car le mois prochain, ce sera à nous de nous palper les noix. » Et merci Florentin pour cette belle note de finition. C'est vrai qu'Octobre Rose et d'autres préventions sur d'autres cancers, c'est vrai qu'en tant que futur professionnel de santé, c'est quand même très important d'y être sensibilisé et de savoir comment sensibiliser nos patients et aussi nos proches. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de ce mois de dépistage autour de vous. Voilà, et n'hésitez pas à faire mon petit jeu de la morale parce que on peut être surpris des fois de l'inspiration qui vient en faisant des chroniques. Voilà, on en a eu une belle preuve aujourd'hui. Super, merci beaucoup Florentin pour cette chronique actualité. L'interview, c'est Monsieur Girol. Et bien donc après cette petite chronique actualité, nous allons enchaîner avec l'interview de notre invité du jour. Donc Monsieur Girol, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Donc aujourd'hui, le principe de cette petite rencontre, c'est un peu de discuter autour du monde de la kiné, des différentes possibilités de parcours qui vont s'offrir à nous dans trop peu de temps. Donc voilà, donc je vais commencer déjà par première question. Qu'est-ce qui vous a fait vouloir devenir kinésithérapeute? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a donné envie de faire ce métier? J'ai vu de la lumière et je suis rentré. Non, c'est un peu ça. Non, en fait, j'ai toujours un peu côtoyé des kinés. J'ai jamais fait une seule séance de kiné sur moi-même. Donc en fait, j'ai jamais expérimenté la kiné. Voilà, pas du tout. Je suis jamais allé chez un kiné. Non. Mais j'ai rencontré les kinés pour la première fois quand j'ai fait ma thèse en centre hospitalier et j'ai été intrigué. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et puis voilà, j'ai pas plus creusé la question. Et puis à un moment donné, quand s'est posé pour moi la question justement de la réorientation professionnelle, je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça peut être vachement complémentaire avec ce que j'ai fait avant. Et donc du coup, j'ai décidé de reprendre des études de kiné un peu sur le tas. Et au final, je regrette pas parce que j'ai fait 2 filières principales dans ma vie, c'est STAPS et kiné, et en fait les deux mènent à tout. STAPS ça mène à tout, et kiné ça mène à tout aussi, parce que c'est des filières qui sont hyper variées, vous avez une possibilité infinie de formation complémentaire, de débouchés potentiels, enfin bref, voilà. D'accord, et bien vous m'offrez la transition parfaite avec la question suivante qui est: qu'est-ce que vous faisiez donc avant de devenir kiné? Vous avez parlé de réorientation professionnelle, c'était dans quel cadre? Voilà, qu'est-ce que vous faisiez avant cette réorientation? J'ai eu 5 ans de vie au moins avant. Non, mais pour pas barber tout le monde, en fait, au début, je me destinais à une carrière universitaire. J'étais prof en université, j'enseignais 7 ans. 4 ans à Poitiers, 3 ans à Besançon, dans l'autre sens. En fait, j'ai commencé par Besançon. Et puis voilà, donc j'ai fait STAPS à la base, je suis un pur produit de la fac de sport.
J'ai fait ma thèse sur Saint-Étienne, et puis j'ai eu un premier poste effectivement pendant ma thèse sur Besançon. Et puis une fois que j'ai soutenu ma thèse, j'ai continué sur Poitiers. J'ai été qualifié maître de conférence. Et puis un hasard de la vie a voulu qu'en fait c'est pas moi qui ai eu le poste sur Poitiers. J'étais un petit peu dégoûté, donc j'ai tout plaqué en fait du jour au lendemain. J'ai traversé une petite phase de dépression, ouais, ça arrive à tout le monde, donc je connais bien l'affaire. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais j'étais quand même un petit peu au fond du seau quand un ami m'a dit écoute, tu devrais quand même aller faire un tour en Suisse, parce que ma préoccupation c'était la natation. Et donc en Suisse, on était en 2007, ils cherchaient un entraîneur national pour le pôle qui préparait les Jeux en natation. Et j'ai postulé, et en fait, comme ça. Et 48 heures après, j'ai été appelé pour un entretien. Donc j'y suis allé. Et puis derrière, j'ai eu le poste, et puis c'était parti donc pour 3 ans. Et puis voilà, puis donc à l'issue des 3 ans, j'étais en fin de contrat, c'était bien passé, il y avait les Jeux de Pékin qui étaient passés par là, les championnats du monde de Rome. Et puis j'ai pas eu la volonté de faire non plus entraîneur toute ma vie, parce que c'est bien, c'est un métier passion, mais en fait vous êtes complètement dévoué à l'activité et à vos nageurs, à vos athlètes, et voilà. Et donc je me suis dit tiens, t'es pas trop vieux, t'as 33 ans à l'époque, et donc qu'est-ce que tu ferais bien? J'ai repris des études de kiné, donc j'ai posé un dossier comme les candidats dispensés ont posé un dossier tous les ans, et à l'époque il y avait 2 personnes qui étaient prises sur dossier. J'étais prise avec une orthoptiste à l'époque, qui était une de mes anciennes étudiantes, parce qu'elle avait fait un master SAPTA avant et je l'avais eue comme étudiante. C'était rigolo. Et donc on s'est retrouvés la même année, en 2010, à attaquer les études de kiné à Vichy. Puis voilà, donc c'était 3 ans à l'époque, j'ai fini en 2013. J'ai commencé par reprendre après un cabinet, et puis après j'ai fait de l'hospitalier, et puis depuis 2017, je suis ici à l'école. Et voilà. Et voilà, super. Un petit peu. Bon, c'est très intéressant, il y a plein de choses. Je pense que beaucoup de monde va apprendre pas mal de choses. Non, mais c'est vrai que parfois on se demande pas trop ce que les formateurs ont pu avoir comme parcours avant, etc. Donc c'est toujours enrichissant. Et surtout, je vous invite à aller voir la page sur l'IFMK Vichy de Monsieur Girold. Ça fait un paragraphe, on pourrait croire que c'est un paragraphe de mémoire, mais en fait non, c'est juste tout simple. Toutes ces certifications. Mais bon, ça pose un peu. Mais c'est parce que je suis vieux, ça. Mais ça pose un peu quand même le bonhomme, quand même. Dans 20 ans, vous serez tous au même niveau, c'est sûr. Pas sûr. Moi aussi. On verra. Et encore, même on vit très bien sans ça. On vit très très bien sans ça. Et donc vous nous avez dit que vous avez fait un peu de libéral et d'hospitalier. Ouais. Est-ce que vous avez fait les mêmes choses? Alors non, évidemment pas forcément les mêmes choses dans un cas ou dans l'autre, mais qu'est-ce que vous avez pu retenir de l'exercice en libéral et de l'hospitalier? Est-ce que vous avez pu en tirer, que ce soit professionnellement ou dans votre façon de pratiquer? Qu'est-ce que ça vous a apporté l'un comme l'autre? Alors, je vais être cash, mais les propos que je vais dire ne me concernent que moi. Donc, j'ai débuté effectivement par des remplats, mais ça a duré 2 mois en libéral. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis resté toujours sur Vichy, sur le bassin vichysois. Et puis après, pendant ce remplat, j'ai rencontré un kiné qui s'appelait Jacques Giraud et qui avait un cabinet à Saint-Yorre. Pas très loin du cabinet de Monsieur Déa, Monsieur Fernandez et Madame Bridon. Et donc, lui, il voulait prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc, on était en 2013 et en fait, en juillet 2014, il était en retraite. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, voilà, je te cède le cabinet. Alors j'y ai réfléchi un petit peu, puis je me suis dit, allez hop, vas-y, lance-toi. Et donc j'ai repris ce cabinet, donc on a collaboré pendant quelques temps. Alors bien sûr, j'avais une double collaboration parce que j'ai collaboré dans un autre cabinet, mais qui était super fun, j'ai adoré, avec Sébastien Barroso et Charles Cavelier. On a beaucoup ri. Dans les termes calous, c'était énorme, exactement. Donc pendant quasiment 1 an, j'étais sur les 2 cabinets, et puis à partir du mois de juin 2014, j'ai repris intégralement le cabinet donc, de Jacques Giraud à Saint-Yorre.
Et voilà, donc c'était... alors moi, j'ai plusieurs gros problèmes, de façon générale, avec les patients. C'est qu'en fait, je m'attache beaucoup, et la zone de Saint-Yorre, c'est une zone assez rurale. Et en fait, je supportais pas de perdre des patients, dans le sens où j'ai vu pas mal de patients mourir parce que j'avais des patients assez chroniques et j'allais beaucoup à domicile parce que j'ai repris une patientèle où il y avait pas mal d'anciens chroniques et j'avais à peu près une activité qui était 60% en domicile et 40% en cabinet. Et donc, j'aimais beaucoup me balader sur les hauteurs de Saint-Yorre et tout, au niveau du Bourbonnais, bref. Et ça allait très loin même des fois. Mais c'était super cool. Et voilà, donc ça a été très très difficile. Et en fait, j'ai eu un gros choc parce que le kiné que j'ai remplacé, donc j'ai pris le cabinet, Jacques Giraud. Il m'a dit je suis en retraite au 1er juillet. Et donc, je vais prendre un mois de vacances, quoi. Donc, 1er juin, j'étais tout seul dans le cabinet. Voilà, nickel. Il passait régulièrement pour prendre des nouvelles. Et puis, alors c'est triste ce que je vais raconter, mais après, je vais essayer de rebondir. Ça va être compliqué, mais on va faire en sorte. Et en fait, donc, 1er juillet en retraite, et le 2 juillet, j'ai sa fille qui arrive en larmes au cabinet. Mon père est à l'hôpital, c'est très grave. Et donc, il a fait une rupture d'anévrisme. En fait, il est mort le lendemain de sa retraite. Donc, grosse décompensation, je sais pas trop quoi. Tout ce que je sais, c'est que c'était un mec qui faisait énormément d'heures, qui a vraiment voué sa vie au boulot. Et en fait, ça a été la première leçon que j'ai reçue, c'est que, bien sûr, je suis un peu comme tout le monde. J'aime bien le fric, les grosses bagnoles, tout. Mais je me suis dit, non, il faut quand même pas déconner. Le plus important, c'est quand même de profiter de la vie. Et si j'ai un message vraiment en tant que gros mégalo de base à faire passer, c'est de dire ne vous enflammez pas trop, quoi. Parce que ça m'a bien refroidi. Je me suis dit ok, tu vas bosser, mais prends le temps quand même de profiter de la vie parce que les choses passent très très vite et des fois tu peux prendre des grosses baffes. Donc voilà, donc j'ai continué mon activité libérale et puis à un moment donné, c'est pareil, ça continuait à trotter dans ma tête. J'avais de plus en plus de patients, alors je me suis associé avec Jeannette Chauvet, et tout, qui était étudiante en 3e année quand moi je suis rentré en 1re année dans l'école. Donc on s'est super bien entendu. Et puis c'est pareil, en fait, en 2015, c'est super triste que je vais raconter, bref. En 2015, je me suis marié et juste avant de me marier, j'ai perdu mon père. Et là, je me suis dit, bon, stop, on arrête. On va vraiment profiter de la vie. Et j'avais une opportunité de partir cette fois-ci en centre hospitalier à la fin de l'année 2015 au CHU Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. Et donc j'ai signé, je me suis dit voilà, comme ça c'est clair, moi à 16h tous les jours j'ai fini, je suis chez moi, le temps de rentrer à 17h on va dire, plus 16h30, bref. Mais globalement, c'était un rythme qui m'a fait effectivement, déjà le gros avantage, c'est que, et ce qui est vraiment choquant, et ça c'est mon deuxième gros problème, mais vous le verrez tous, c'est que le mot libéral il est vachement mal choisi. Parce qu'en fait dans le mot libéral il y a libre, mais en fait vous n'êtes pas libre. Parce que vous allez voir que vous êtes pris dans un engrenage, les gens ils demandent, ils ont besoin de soins, et c'est très difficile de dire non à quelqu'un, quoi. Quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui vous dit écoutez vous pouvez pas me voir là parce que je sais que c'est la fin de la journée, mais... Et donc du coup des fois à 20h, 20h30, 21h vous y êtes encore, parce que forcément en plus vous êtes dans un milieu rural, tout le monde se connaît, vous voulez pas décevoir les gens, c'est vos voisins, c'est des gens que vous croisez tous les jours, ils sont dans la peine, et voilà, vous sauvez pas le monde, c'est clair et net, faut pas venir mégalo, mais globalement vous pouvez quand même bien soulager, et ça c'est difficile de dire. Et donc du coup j'étais un petit peu entre guillemets dégagé quand même de ça, parce que un des trucs c'est quand vous avez fini votre journée à l'hôpital, mais vous avez fini votre journée à l'hôpital, alors c'est plus borné, vous n'êtes pas en fait maître de vos journées, dans le sens où vous pouvez les prolonger à l'infini, à un moment donné ça s'arrête. Voilà. Après l'hôpital c'était vraiment sympa, j'ai découvert un autre univers complètement différent, j'ai fait que de la réa.
La réa cardio. Alors le truc, c'est l'antichambre de la mort, quoi. Je suis très tourné mort, hein, vous allez voir. Mais c'est vrai que en réa, c'est chaud parce que vous voyez des gens mourir quasiment toutes les semaines, pour pas dire tous les jours. Hein. C'est des cas vachement lourds et tout. Et quand vous arrivez à sortir les gens de réa sur leurs jambes, notamment, pour passer dans le service qui est juste en face, c'est une vraie victoire. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de motivation et de gratification personnelle là-dedans. C'est-à-dire que c'était vraiment un vrai défi de partir de personnes qui étaient vraiment au fond du seau pour pouvoir leur donner la capacité physique de remarcher et puis de sortir vraiment sur leurs jambes. Et voilà, et c'était quelque chose pour moi qui était vraiment incroyable et j'ai vraiment pas vu de différence avec le sport de haut niveau parce qu'en fait c'est la même chose. C'est... En gros, vous êtes cette fois-ci, vous partez tout en haut de l'échelle en termes de performance physique pour essayer d'aller encore plus haut. Là, vous êtes tout en bas de l'échelle, mais en fait, tout est proportionnel. C'est que un pas, c'est déjà une victoire, quoi, en fait. Donc, globalement, on se retrouve à peu près à la même chose. C'est du défi, et puis c'est le fait de vouloir redonner de la force aux gens et de la forme aux gens, et ça, c'est vraiment super bien. Et j'ai beaucoup apprécié faire ça, et puis après, ce qui s'est passé, c'est très simple. Hein. En fait, début 2017, j'ai Monsieur Bridon qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute, voilà, il m'a proposé plus ou moins de reprendre la direction, une possibilité. Je lui ai dit, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que moi, je m'attendais absolument pas à ça, quoi. Et c'était pas du tout dans mon esprit. Et il m'a dit, si tu veux, moi, à partir de septembre 2017, je peux t'engager à temps complet, déjà en tant que formateur, pour que tu aies une première expérience. Et puis voilà. Et puis donc, après, j'ai quitté en fait le domaine de la pratique comme ça, après 4 années en fait, donc de juillet 2013 jusqu'à septembre 2017. J'ai pratiqué et puis après j'ai débuté à l'IFMK anciennement vers l'hôpital et puis voilà, c'est comme ça que je suis passé de la pratique à la théorie. D'accord, mais c'est Monsieur Bridon, vous aviez pas du tout enseigné avant que Monsieur Bridon, Si. Il y avait l'épisode en tout début de carrière avant la kiné, mais en école de kiné vous aviez... En fait, tout de suite. Bridon vous contacte, ouais, tout de suite. En fait, il m'avait fait venir avant même que je sois diplômé. Il m'avait demandé au mois d'avril de l'année 2013, donc on était diplômé en fin juin comme vous, hein, et donc du coup, il m'avait demandé quels étaient mes projets. Et il m'avait dit, si jamais une fois que tu es diplômé, tu veux rester dans le coin, nous, on serait bien intéressés pour te donner des cours, quoi. Des cours à donner. J'ai commencé par de la bioméca. Il y avait 2-3 trucs comme ça. Et puis j'ai toujours donné des cours, plus ou moins en vacation, donc je faisais plus ou moins d'heures. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, le nombre d'heures a évolué. C'est ça aussi qui m'a fait passer d'un monde un peu libéral à un monde plus hospitalier, parce que j'avais aussi plus de temps pour donner des cours, en dehors du temps de travail. Et voilà, et donc du coup, après, il y a eu un tas d'événements qui ont fait que lui, il a souhaité prendre sa retraite. Il a envisagé plutôt le temps de prendre sa retraite. Il avait l'âge et il a commencé à y réfléchir. Et il m'a sollicité. Et je lui ai dit, ouais, tiens, pourquoi pas, quoi. Et voilà. Et donc, en fait, le deal, c'était que je sois 1 an formateur à temps complet pour que je vois un petit peu le fonctionnement de la boutique de façon générale. Après, pendant 1 an, j'ai été RP, donc j'étais responsable pédagogique pour les 4A, donc en 2018-2019. Et puis après, le deal, c'était qu'il fallait que je réussisse, parce qu'à l'époque, c'était la condition sine qua non pour être directeur. Il fallait que je sois cadre de santé. Donc c'est un concours, en fait, c'est un diplôme d'État, au même titre que kiné, cadre de santé. Et il y a des écoles un peu partout, mais là dans la région, il y en a une à Saint-Étienne, il y en a une à Lyon, il y en a une à Clermont-Ferrand et une à Grenoble. Et en fait, j'ai passé les concours à Saint-Étienne, à Clermont, et puis je l'ai passé à Rennes aussi parce que j'ai de la famille du côté rennais. Et en fait, j'ai eu les concours un peu de partout. Et donc, ce qui m'a intéressé à Clermont, c'est qu'en plus, je pouvais faire en parallèle un master en management. Et il m'avait dit, si tu peux faire un master de management à l'IA de Clermont-Ferrand, en plus,
C'est bien parce que dans la gestion d'une structure, savoir manager, c'est pas mal, quoi. Donc je lui dis ok. Et puis j'ai fait les deux en un an en fait. Donc en 2019-2020, je suis parti en formation pendant un an à Clermont-Ferrand. Donc j'ai arrêté là d'enseigner pendant un an et tout. Et puis en juin 2020, j'ai été diplômé. Et puis en septembre 2020, j'ai pris la direction ici. Voilà. D'accord. Ça s'est passé comme ça. Tout s'est un peu enchaîné finalement. Tout s'est enchaîné et en fait rien n'était calculé, quoi. C'est venu comme ça et puis je dis ouais, pourquoi pas. J'ai jamais calculé ni postulé, particulièrement. Et puis c'est une bonne expérience. Bonne expérience. Justement, le fait d'être devenu directeur un peu comme ça, sans vraiment l'avoir anticipé, en tout cas l'avoir envisagé avant, est-ce qu'une fois que vous êtes arrivé en fonction, est-ce que, je sais pas, la pratique vraiment kiné ne vous a jamais manqué, puisque du coup là vous en faites plus du tout, vous êtes 100% à l'école. Est-ce que la transition vers deux mondes un petit peu différents professionnellement parlant n'a pas été un petit peu étrange? Ça vous a pas manqué d'avoir des patients ou ce genre de choses? Alors si, ça m'a manqué, ça me manque, ça me travaille, mais c'est un peu comme le fait d'avoir des athlètes et d'entraîner les athlètes m'a manqué un temps. Ah oui. Mais en fait on compense parce que moi ce que j'aime c'est le rapport humain. En fait ce que j'ai plus avec les patients je le trouve avec les étudiants justement. D'accord. Donc ce qui était clair, moi quand j'ai négocié, j'ai pas vraiment négocié mon contrat, on m'a dit c'est comme ça et tout, je lui ai dit moi la seule chose que je veux c'est continuer à donner des cours. Je ne voulais pas diriger sans donner de cours et sans être impliqué dans la vie pédagogique de l'école. C'était pour moi impossible, quoi. Et je voulais pas perdre le lien avec les étudiants. Et en fait, ma compensation, elle vient de là. C'est le fait de pouvoir toujours avoir une connexion avec le monde étudiant et de pouvoir donner des cours. C'est ça qui me permet effectivement dans ce relationnel humain de trouver véritablement du sens. Alors du sens on peut en trouver à plusieurs niveaux, mais moi en tout cas l'objectif, et si j'ai accepté ce poste principalement, c'était pour fournir les meilleurs outils aux enseignants mais aussi aux étudiants pour pouvoir réussir à les placer dans les meilleures conditions et pouvoir contribuer à ma petite échelle à ce que tout se passe bien, quoi. Et donc être là sur les deux tableaux, c'est-à-dire sentir un peu les étudiants, leurs besoins, pouvoir leur parler directement, et également être là par rapport à tout ce qui est personnel, formateur et administratif, et également recueillir leurs besoins, c'était un truc qui était important. Donc je compense comme ça. D'accord. Bon, eh bien, on va terminer avec une question un petit peu piège, qui va peut-être servir, alors peut-être au K1, K2, mais peut-être plutôt au K4 futurs diplômés certains auraient éventuellement envie de donner des cours ou de s'investir aussi dans le monde un peu formateur des différents IFMK. Est-ce que vous pourriez donner, je sais pas, les principales qualités à avoir pour être un bon formateur et éventuellement un bon directeur pour ceux qui en auraient envie? Est-ce que pour vous, il y aurait des qualités nécessaires pour s'engager dans cette voie? En fait, l'enseignement, comme le soin, comme tout, en fait, c'est des vocations. L'idée, c'est que il faut vraiment aimer ça. On peut pas faire ça par dépit, juste pour des questions d'argent, ou pour des questions de se dire, on fait un boulot pour faire un boulot, quoi. C'est ça, en fait, la qualité première. C'est de faire ça parce que on aime ça, en fait. On le ferait presque pour rien. Et voilà. Et après, derrière... c'est d'être curieux de tout, de continuer à se former, de continuer à aller chercher l'information parce que tout évolue. Et l'une des qualités premières, c'est qu'il faut veiller à ne pas se faire dépasser, quoi. Et il ne faut pas se faire dépasser. Et en même temps, si jamais on se fait dépasser, faut l'accepter et il faut essayer d'aller retrouver l'information pour récupérer le retard. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense que c'est ça. Il faut aimer ce qu'on fait, puis pas se reposer sur ses acquis. Il faut continuer à avancer, réfléchir sur ce qu'on fait et puis évoluer avec les gens, puis aimer les gens. Moi, si j'ai fait ce que j'ai fait, dans tous les cas, que ce soit de l'entraînement, que ce soit de l'enseignement, que ce soit du soin, c'est avant tout parce que j'aimais les gens. Et je pense que c'est important. Très bien. Et alors, vas-y Baptiste, je t'en prie. En parlant d'évoluer, de se remettre, de tout ça, de votre réponse à la question, quelle formation, en parlant de formateur, quelle formation vous avez pu faire une fois diplômé en tant que kiné? Vous êtes formé ou vous avez fait du libéral puis de la réa
spécialement vous former Alors, en fait, j'avais fait déjà pas mal de trucs avant. Donc, du coup, il y avait ça, et puis l'intervalle assez court. Si, j'ai suivi effectivement des formations kiné du sport. J'ai fait tout ce qui était... Donc, je suis intervenu au Krebs. En fait, pendant 2 ans, j'intervenais au Krebs un soir par semaine. Et je m'occupais des jeunes... à l'époque, il y avait les footballeurs et puis les jeunes basketteurs. Donc voilà, c'était tous les jeudis soirs au Krebs. Donc j'ai toujours gardé un peu dans le sport. Puis j'ai fait des petites formations comme le kinésiotape, voilà, des trucs comme ça. Mais je me suis pas... Non, en même temps, j'ai fait que 2 ans et demi de libéral. Donc après, ça passe super vite, quoi. Une formation kiné du sport, ça vous prend déjà au moins 6 mois. Voilà, donc oui, ça va très très vite. Et en fait, quand vous êtes au CHU, ce qui est très très bien, c'est que vous avez en fait des formations internes parce qu'il y avait des séminaires. Et moi, j'ai assisté à pas mal de séminaires sur tout ce qui est cardiopathie, intervention chirurgicale, etc., qui étaient faits en interne par les chirurgiens et les médecins. Et ça, on en avait assez régulièrement. À Gabriel Montpied, ça se fait bien et j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, et ce qui a été très très formateur et ce que j'aime beaucoup dans le milieu hospitalier, c'est justement, mais on peut le retrouver maintenant en cabinet pluriprofessionnel notamment, c'est que vous avez tout un tas de professionnels de santé avec lesquels vous pouvez vachement échanger. Moi, je suis tombé sur les fesses parce que je pensais pas du tout... quand j'ai découvert le niveau d'un infirmier et d'une infirmière en réa, par exemple, ce qu'ils savaient et tout... moi, j'ai pris une reculée, je me suis dit, mais on sait pas le 10e de ce qu'ils savent. Et donc, j'ai appris plein de trucs... en contact des infirmiers, en contact des chirurgiens, en contact... Et ça, c'était super bien. Vraiment. Cet échange-là, c'était top. C'est très formateur aussi. Je pense qu'il faut communiquer avec les gens, en dehors même de toute formation, même si c'est nécessaire de suivre des formations. Sur le terrain, il faut pouvoir échanger avec d'autres professionnels. C'est clair. D'accord, merci. Moi, j'avais juste une question par rapport à votre parcours, parce que vous avez fait plein de choses différentes. Et je me demandais si vous voyez continuer dans la direction de l'établissement jusqu'à la fin de votre carrière, ou même continuer tout court le métier de kiné jusqu'à la fin de la carrière, ou possiblement rebondir sur un exercice libéral dans le futur. Est-ce que vous fermez des portes, ou vous savez déjà que... Peut-être devenir apiculteur. Non. Président de la République, après c'est là. C'est un master à Clermont en vacances. Franchement, il y a plein de formations pour ça. Non, mais en fait, non, je me ferme aucune porte. Je me suis dit que je me suis fixé des étapes. Voilà, je me fixe des étapes en fait par rapport à ma vie, et je me dis je fais le point à tel âge, ou dans tous les cas, voir un petit peu quand ce que je fais là, je m'y retrouverai plus, où j'aurai l'impression de plus apporter, ou de plus avoir la pêche pour apporter ce que j'ai envie d'apporter. J'arrêterai, je ferai autre chose. Okay. Moi, je me vois bien, je me dis, peut-être faire ça au moins jusqu'à peut-être 50 ans, encore 4-5 ans. Et encore, on verra. Et puis sinon, après, moi, j'ai plein de trucs qui m'intéresseraient. Reprendre une activité libérale, effectivement, pourquoi pas. Continuer à enseigner en parallèle. Après, il y a plein de trucs qui me disent. Moi, je m'étais vu à un moment donné reprendre un magasin de sport, un bar, un pub, et tout à ambiance, des trucs comme ça, des trucs qui n'ont rien à voir. Mais moi, c'est tout un tas de trucs qui m'intéressent. Moi, je suis né un petit peu dans ce milieu-là parce que à la base, en fait, mes parents étaient patrons de boîte de nuit, donc je connais pas mal ce milieu-là aussi, le milieu un peu festif et tout bazar. Donc c'est un truc qui m'a toujours aussi attiré, et je me dis pourquoi pas quoi. Enfin, il y a plein de trucs à faire, et je me ferme aucune porte, non. D'accord. Complètement en dehors de ça en plus. On fera un appli, un apéro. C'est clair, c'est clair. Je pense que vous aurez une clientèle fournie si vous vous installez dans le coin. C'est vrai. Vous ne devriez pas manquer, je pense. Moi ça va, alors j'y penserai. Et du coup, le choix d'aller à Rennes, c'était uniquement parce que votre famille était là-bas? C'était pas à propos d'une certaine rue c'était une des meilleures de Alors ouais, mais si, il y a ça. Non, mais j'ai... alors, pour tout vous raconter, pour être tout à fait cash, j'ai rencontré ma femme au centre hospitalier de Saint-Malo, donc en Bretagne.
Et donc, on a la chance effectivement d'avoir une maison de famille de ce côté là-bas, là. Et puis j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui habitent à Rennes, et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un coin qui a toujours un aspect un petit peu particulier, quoi. Donc on y va un peu tous les ans, on aime bien se retrouver là-bas, etc., etc. Bref, donc c'est un coin qui est chargé d'histoire. C'est aussi pour ça aussi que j'avais passé le concours là-bas, parce que je m'y sens bien, et dans les perspectives d'avenir, je me suis toujours dit que je finirais certainement ma vie en Bretagne. Parce que j'aime bien l'ambiance tranquille, la lumière, voilà, il n'y a pas trop de monde, il ne fait pas trop chaud. C'est pas mal la Bretagne, quoi. J'aime beaucoup. Et la rue de la Soif. Et la rue de la Soif, effectivement, et la rue de la Soif. C'est pas mal, mais c'est déjà saturé. C'est vrai. C'est clair. Bon, super, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vous êtes prêtés au jeu, d'avoir répondu vraiment avec plaisir et d'être venu à cette première émission pour ouvrir le bal et du coup donner un petit aperçu de ce qui attend vos successeurs pour les prochaines émissions. Tout le plaisir était pour moi, et en tout cas je vais les booster pour qu'effectivement ils viennent. Super, merci beaucoup. C'est l'heure de jouer par Batemax. Bon, et bien après cette séquence questions-réponses, on va passer à la dernière chronique de cette émission, celle qui me fait peur depuis que je leur ai proposé de participer à cette radio et que j'ai vu le GDoc qu'ils nous avaient proposé sur les réseaux. Donc Baptiste et Max vont nous faire une petite chronique spéciale anecdote, il me semble. Les gars, je vous laisse la parole, c'est à vous. Non, t'en fais pas, t'auras aucune raison d'avoir peur. On a fait ça bien. Je compte sur vous, il y a quand même le directeur à côté de vous. Non, N'importe on quoi, a s'il vous filtré certaines plaît. choses, on est plus sous contrôle. Même pas faire. Nous, on s'est dit, qui dit K4 dit mémoire, dit recherche. Du coup, on a posé un petit questionnaire sur le groupe spécial potin de l'école, qui rassemble tous les étudiants de l'école et également les diplômés. Et donc, notre population était ciblée, et maintenant il fallait une question de recherche. Notre question de recherche, c'était qu'ils nous racontent des anecdotes gênantes qui auraient pu leur arriver pendant leur vie. Alors, on va le formuler sous forme de petits lots, on a décidé avec Baptiste. L'idée, c'est qu'ils nous ont fourni leur anecdote et 3 mots qui qualifient leur anecdote. Nous, on a l'anecdote et les 3 mots, mais vous, on va juste vous dire 3 mots qui qualifient l'anecdote et vous allez essayer de reconstituer l'anecdote gênante qui a pu arriver à partir des 3 mots qui nous ont été fournis. Ok. Je sais pas si c'est très clair, on va faire le premier exemple, ça va aller tout seul. Donc, par exemple, la première anecdote qui nous a été fournie, alors les 3 mots-clés sont kiné, caleçon et exercice. Et il est arrivé un truc gênant à cette personne, il va falloir retrouver ce qui lui est arrivé. Donc à partir de ces 3 mots. On vous écoute. Est-ce qu'on a le droit de vous poser des questions pour affiner notre proposition ou pas? Ok. Alors les mots-clés c'était kiné, Caleçon Et exercice. Ouais. exercice. Moi, je sens bien venir le P un peu trop appuyé en forçant en cours d'exercice et la grosse trace de frein dans le caleçon. Alors ça aurait pu, Ça mais non, on n'est pas parti sur un truc comme ça, là, de ce côté-là. Ça aurait été presque plus drôle, mais. Moi, j'irais plutôt sur l'élève passe devant tout le groupe, montre un exercice et le calbut est troué. Le fameux burn-out. Oui. Non. Et pour le coup, c'était pas dans le cadre de l'école, c'était vraiment dans le cadre d'un stage, quoi, ça s'est passé en cabinet. Soit un stage, soit un vrai kiné, un kiné diplômé qui racontait cette anecdote. D'accord, c'est pas dans le cadre d'un TD alors. Qu'est-ce qui peut arriver en stage avec un accident de caleçon et d'exercice? Là, j'avoue que personnellement, je sais. Oui. Bon, en gros, c'était un patient qui avait l'air assez peu pudique, on va dire. Donc je vais vous lire l'anecdote. Lors d'une séance de kiné, j'ai pris le patient en salle dans un premier temps, il s'est mis en slip comme d'habitude. Et ensuite, je lui ai dit que nous allons faire les exercices dans le gymnase. Il me dit alors, oui, j'ai prévu un short. Sauf que le short en question était un caleçon de type boxeur assez moulant. Il est donc allé devant tous les autres patients sur le plateau technique faire ses exercices sans aucune pression, en caleçon, dans la salle. Outfit parfait pour faire des exercices à 4 pattes. C'est pas faux en même temps, c'est pas faux. C'est vrai que lui C'est était clair. à l'aise, les autres patients présents peut-être un peu moins. Ouais, mais. Alors, on va totalement changer de thème. Donc, les prochains mots sont, pour la prochaine anecdote, c'est sexe
taille et ex. Je sens venir le truc. Pente un peu glissante, mais. Oui, complètement. Pente un peu glissante, ouais. Je sens venir. Taille le nom ou le verbe? Non. Alors, vraiment le nom. Taille. Ex. Quel est le rapport avec la kiné? Je sais pas. Ils ont pas précisé, hein, les critères C'est en d'inclusion, rapport avec c'est la pas la kiné. kiné. Il y en a un en rapport avec la kiné, d'autres. D'accord. Ça pouvait être le sport, le travail, les ex, en l'occurrence. Alors là, je ne risquerai pas à proposer les choses. Après avoir proposé un burn-out, je proposerais bien un micro-pénis, je ne sais pas. C'est dans cette thématique, en effet. Il y a quelque chose là. Tu tiens le bon bout. Sans mauvais jeu de mots. C'est ça, sans transition avec l'e-sport. Monsieur Bah, Giraud, je vous laisse. une ex qu'aurait balancé pendant une séance de kiné, parce qu'il y en a beaucoup qui se livrent comme ça et qui balancent des anecdotes sur la table au kiné en racontant que son ex, elle l'a plaqué à cause de la taille, du sexe, ouais, éventuellement, un truc dans le genre ou pas? C'est pas tout à fait ça, non, même pas du tout. Il y a vraiment. Ah, pas du tout, bah même pas du tout, alors pas du tout. Il n'y a aucun mot qui naît d'ailleurs dans l'anecdote. D'accord. Ça n'a rien à voir, vraiment là, ça aurait pu. Enfin, c'est personnel, on va dire que c'est dans un. C'est une vengeance personnelle, non, Ouais, tu peux le dire. Non, c'est au moment d'un date, entre guillemets. Ah, Avec une ex. Bon, je vous laisse. Bon, du coup, je vais vous lire l'anecdote. Donc, soirée tranquille avec mon ex, tout se passe bien et ça finit au lit. Au bout de 20 minutes, mon ex crie « Elle est trop petite, je sens rien ». Je me dis « J'ai mal entendu », mais en lui redemandant, elle me répond que c'était pour m'encourager. Autant vous dire que ça m'a pas du tout encouragé. oh non. Oh putain, c'est clair. Alors, les prochains mots, ce sont stage, patient et dessin. Je vais faire une note un peu plus légère. Alors, une tentative d'explication d'exercice avec un dessin que le patient a compris de travers. Non, c'était pas vraiment ça, pour le coup. Moi, il arrive une histoire à ma femme avec un patient qui se disait artiste. Elle l'a eu en soins, en centre hospitalier, en stage. Normal. Et en fait, il lui a dit je vais vous faire un autoportrait, enfin, je vais vous faire un portrait, vous allez voir de vous. Et en fait, il lui a fait un pauvre bonhomme qui ressemblait à rien du tout. Et voilà, je me souviens que c'était très drôle parce qu'elle m'a ramené le dessin. Elle m'a dit t'as vu, c'est moi, c'est mon patient artiste qui. Ah ouais, effectivement. Et c'est vous qui avez rempli le questionnaire. Ah non, mais ça m'a fait penser à ça. Du coup, l'anecdote, c'était vraiment ça. Ah ok. C'était vraiment mou pour mou, Est-ce ça. qu'elle est Ok. spéciale potin, peut-être? Je pense Peut-être, que votre femme a peut-être. accès aux mémoires en préparation de votre C'est ça. Il y avait l'impression que le patient avait des troubles cognitifs pour faire le dessin, quoi. C'est peut-être pour ça, mais je sais pas. Bon, il nous en reste 2 titres. Ouais, on enchaîne du coup. Donc, moi, je parle jamais de kiné, de toute façon. Les anecdotes, c'est rien à voir avec la kiné. Les 3 mots sont discussion, copine, embrouille. C'est large. C'est large. Une copine embrouille. Une discussion entre copines qui a mal fini. La personne dont les copines parlaient a écouté et ça a mal terminé. Ça a mal fini, mais non, c'est pas ça. C'est difficile là. Copine, pas dans ce sens-là. Copine dans le sens petite Ouais, copine. Ah, pas copine pote, ok. Non. Un indice? Ouais, c'est difficile là, comme indice. Un autre mot peut-être. Ouais, un autre mot pour nous aiguiller. Je sais pas, c'est quelque chose qui peut arriver à plusieurs personnes, ça peut arriver. Mais Ouais, Alors, il y a 2 filles en jeu, quoi. Ouah, l'indice de fou. Ah ouais, le mec il s'est trompé de prénom. Il a appelé sa copine par un autre prénom. Non. C'est pas ça. C'est pas ça, mais ça aurait pu, mais c'est. Bon, Il a on va envoyé lire. le message à la mauvaise personne. Donc, non, c'est pas ça. C'était difficile. Là. Si quelqu'un avait trouvé ça, vraiment. C'est que c'était lui. Alors, une fois, j'ai ramené ma copine à la fête votive de mon village. Tout se passait bien, la fête était incroyable. Le lendemain, après le concert de fin d'après-midi, on rentrait prendre une douche. Au passage, on discute avec mes voisins. L'enfant de la famille, 17 ans, me dit « Mais c'est pas elle ta copine ?» Je comprends pas pourquoi il me dit ça.
En fait, 3 jours avant, on était à une fête après le foot où il était resté un peu et j'ai parlé à la copine de mon meilleur ami et il pensait que c'était elle. Ma copine a cru que je la trompais. Grosse embrouille pour absolument rien. Putain, ouais, Faire attention à dur. qui on discute. Dur. C'est clair, dur. Avec petit frère. Des petits frères. Aïe. Alors, la dernière, elle a été racontée par un de nos DE apparemment. Alors, les mots clés sont Montvernet, course et papier. Et papier? L'anecdote est un peu longue. Montvernet, course et papier. C'est Philippe Déas, ça non, qui a raconté ça. L'anecdote de nos DE plus récemment diplômé, je pense. Je vais pas me lancer de nom non plus. Non, tout était anonyme. Vous inquiétez pas, ceux qui ont dit les anecdotes, tout était anonyme. Promis, on ne vous reconnaît pas. Après, quand même, Montvernet, course, Nicolas Guéné, désolé. Non, Le pauvre. non, mais moi je dirais papier, du sens papier cul ou. Ouais. Je pense, ouais. Il y a dû y avoir une histoire où il y a eu une chiasse pendant une course au Mont-Vernet et puis panne de papier. Et on Faire y sur la bonne voie sans le jeu de mots. Ça doit... ça doit être un... Ouais, et donc du coup le papier... L'anecdote, c'est ce que, en l'occurrence, la personne a été courir au Mont-Vernet. Et donc, il y a eu une forte douleur qui est apparue dans le bas-ventre et ça l'a stoppé pendant sa course. Cette personne devait en fait aller assez urgemment aux toilettes. Donc, elle trouve une maison, elle demande à la mamie si elle pouvait rentrer. La mamie, elle prend peur, elle refuse. Du coup, pas le choix, il doit partir en courant. Ça les fait, s'il y va, il y va. Au bout de 500 mètres, vraiment, c'est plus possible quoi. Du coup, il s'arrête dans les champs, il se met dans la haie et il fait ce qu'il a à faire quoi. Le problème, c'est qu'il n'avait pas spécialement de mouchoir et du coup, il a dû se servir des feuilles qu'il avait à portée de main, on va dire. Merci la nature, il nous dit. Et en revenant, il se retrouve qu'il n'a jamais croisé autant de personnes qu'il connaissait de sa vie. Vraiment, il y avait même des profs de l'école dans le lot, de ce qu'on a compris. Et qui le checkaient et tout, qui lui disaient bonjour. Puis il a retrouvé son binôme de course qu'il a retrouvé quoi, qu'il avait perdu, et il a fait comme si de rien n'était, il est gentiment rentré chez lui. Se laver les mains, Histoire de se donc. rafraîchir. Voilà. Il me reste une petite partie de chronique. Ah, mais alors Non, pardon, mais pas vas-y, besoin. je t'en prie, j'ai cru. Non, mais on a le temps ou sinon Mais on a toujours le temps. C'est un On peut petit faire jeu. en 5 minutes. Ouais, on va rapide. pas faire toutes les cartes. En fait, donc c'est un jeu de cartes, Shit Happens. En fait, il y a des situations embarrassantes qui sont marquées sur les papiers. Et donc là, il y a des situations et elles sont notées en niveau de galère de 0 à 100. Ok. Donc là, on va commencer par un exemple, vous allez de suite comprendre. Donc c'est match décisif perdu par ta faute. Niveau galère, vous le classez entre 0 et 100. Ça dépend. Si c'est un match entre potes le dimanche ou si Voilà. c'est une finale de Coupe du Monde, c'est pas tout à fait pareil. Tout est... Enfin, on peut pas vous le montrer pour ceux qui écoutent, les auditeurs, mais il y a une petite... Ah oui, on a une petite image. Je dirais 50. Moi, je dirais 10. Ouais, c'est assez faible si c'est un match, c'est pas très grave quoi. Bon, bah il y en a d'autres, ouais. 20 ou 30, ouais. Sur 100 quand même, ouais, ça fait beaucoup. C'est indécisif. Hein. Ouais. Ouais. Ah Bon allez, comme ça, c'était 14. Ah ouais. Ça donne une valeur, Ça va, c'est petit, c'est petit. Non mais vous comprendrez C'est qu'il pour y en a voir. peut-être un peu plus haut. Voilà, ça fait une petite valeur De référence. Étonnant. Tu deviens allergique à l'alcool. Ça dépend de l'âge de ton arbre. Alors, personnellement, ce sera 5 sur 100. Hein. Alors, en tant que fils de patron de boîte, 99. Son projet de réorientation professionnelle tombe à l'eau. Exactement, c'est le cas de le dire. C'est ça. Bon, c'était un juste milieu, on était sur 42 à peu près. Bon, ça dépend. Ça dépend de qui a Ça créé le dépend, jeu, ouais. quoi. Voilà, exactement. Bon là, peut-être que c'est plus destiné à vous, monsieur Giron, mais bon, Clarisse aussi, même Flo, tu peux répondre. Vos beaux-parents débarquent pour toute la semaine. Attention à la réponse. Attention à la réponse. Ah la pression. Ah la pression. Pour toute la semaine. Pour toute la semaine. Non, ça va. Sur une note sur 100. Plus que de perdre un match ou... Ah ouais, plus que de perdre le match quand même.
Non, c'est moyen. C'est moyen, c'est pareil, 40-50, quoi. Peut-être 50, ouais. Autant que l'alcool à peu près. Ouais. Plus que l'alcool. Ouais. Moi, ce sera très faible parce qu'on part en vacances ensemble, donc... Ouais, mais oui, Partant de nous là. aussi, mais... C'était 13,5. 13 et demi. Donc ils ont des ça va, beaux parents ils ont des vraiment beaux sympas. parents. Ouais, c'était... Non, moi ça va, je me plains pas non plus. Ma femme, si tu m'écoutes. Bon. Ouais. Pareil, une question un peu pour vous qui aimez les grosses voitures. Un peu moins pour nos voitures étudiantes, je pense. Ta Ça, je voiture vois. toute neuve te lâche le jour de départ en vacances avec les enfants à bord. Ah là, c'est la cata. Parce que si ça vieille les voitures étudiantes de 20 ans, bon. Mais la voiture toute neuve de sport. Ah ouais, mais les vacances sont mortes quand même. Ouais. Avec les enfants. avec- Alors, ça dépend. Si vous êtes assuré à la Médicale de France, tout se passe bien. Non, Le démarchage d'assurance sera c'est clair, conclu, un c'est intérêt. Ce placement de produit pour les c'est fou, hein, c'est fou. On va leur demander un En plus, petit pour ma pourcentage. bagnole, je suis même pas à la médicale. Mais, ouais, c'est galère quand même. Là, ouais, c'est bien 50 sur 100 quand même. On est même sur un petit 75, ouais, 74 et demi. Ah ouais, 50. L'auteur du jeu nous a Le monsieur a donc une voiture neuve et des enfants en bas âge. une très belle voiture. Allez, on n'a pas fait beaucoup de chansons, alors je demanderai à Max qui chante la chanson Non. sur le papier. C'est pour le coup, je pense. On sera donc à 95 sur 100. Une belle séquence radio. Donc c'est passer la nuit coincé dans un ascenseur avec le petit bonhomme en mousse en fond sonore. Ah bah c'est l'angoisse. Entre l'enfermement et la musique, là ça devient costaud. Ah moi je dirais bien ouais, 60 quand même. On a passé tout un week-end d'intégration avec la manivelle en Ouais. sonore. Oui, mais il n'y avait pas l'enfermement. Ah ouais, c'est ça, Tu pouvais c'est t'éloigner, l'enfermement en plus, quoi. Oh. Ah ouais, là on est quand même assez élevé, ouais. Sur l'échelle, ouais, 60-70, ouais, je pense. Oui, je me lance 80. Tu deviens Ah dingue. ouais, vous aimez vraiment pas le petit bonhomme. Non, c'était que 37,5. Bah il Ah est ouais. pas claustro, hein, l'auteur Ouais. du jeu. Vous qui avez fait tous partie d'un bureau ou de l'associatif, oups, tu as envoyé ton selfie dénudé à tout le bureau. Vraiment chaud. Alors là, c'est 90, chaud. là. Il y a une conversation WhatsApp. Et là, Ah, c'est là, un 80. 99. Et là, Ouais. Ça dépend si Ça t'as eu le dépend temps du de bureau. faire le ça dépend du bureau. Ça dépend du bureau. Ça dépend de quelle association c'est, surtout. Ouais, aussi. C'est C'est ça. oups ou oups. Chapeau. On est sur un petit 60, ouais, 62, à peu près. Oh, il est pas C'est public, hein. ouais, Oui. c'est gentil quand même. parce Ouais, que c'est 62 gentil. pour ça. Et on va finir par de la classe. Pour finir comme anecdote. C'est vrai que ça en a un peu manqué. Ouais. Tu es pris d'une violente crise de paix à répétition pendant des funérailles. Tu sors. Tu sors. Ah ouais, 90 là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud quand même, ouais, 80-90, ouais. C'est chaud là, Moi, c'est je dirais chaud. 60 C'est chaud. parce que Ça dépend qui sont intéressés, comme tout. C'est Oui, ça. C'est ça aussi, bah Ça oui. dépend si t'es tout devant ou tout au fond de l'église. Et ben c'était seulement 16. Étonnant, mais c'était Ah ouais. 16, ouais. Bon, il a enterré quelqu'un, il avait vraiment Comme pas envie quoi. d'être là. hein. Bah, peut-être les C'est beaux-parents. clair, Peut-être les fameux beaux-parents. c'est clair. Bon, et ben merci beaucoup les gars pour cette chronique et d'avoir bien voulu participer à cette première Radio Pastille. On va donc finir sur cette crise de paix. Je suis désolée, mais je n'ai pas d'autre Faut fin une pour chute, cette dans tous les émission. cas. Merci à tous en tout cas d'avoir participé et de nous m'avoir accordé un peu de votre temps pour cette émission. Et puis bah, merci à vous qui nous écoutez et à la prochaine pour la deuxième émission de la Radio Pastille. Salut! Bisous les petites pastilles.